Alors bonjour et bienvenue à l'émission Et s'il existait un mode d'emploi pour se connaître. Mon invité aujourd'hui, David Le Breton. Alors bonjour. David Le Breton est professeur à l'Université de Strasbourg. Il est anthropologue et sociologue et il est également l'auteur de 2 livres, enfin, entre autres, parce que vous en avez écrit plus, beaucoup plus. Donc un livre qui s'appelle Marcher, éloge des chemins et de la lenteur aux éditions Métaillé. Et le deuxième, Disparaître de soi, une tentation contemporaine, toujours aux éditions Métayer. Donc aujourd'hui, vous allez faire une conférence à l'école des mines d'Albi sur le fait de marcher et prendre le temps de vivre. Est-ce qu'il y a une corrélation entre le fait de marcher justement et de prendre du temps pour soi? Oui, marcher, c'est nécessairement prendre du temps pour soi, parce que c'est retrouver l'élémentaire de la condition humaine, c'est-à-dire retrouver le rapport à la nuit, retrouver le rapport au jour qui se lève, au jour qui s'achève, c'est retrouver le rythme de la faim, c'est retrouver la fatigue, l'effort, mais en même temps la jubilation du cheminement. Donc il y a dans la marche quelque chose qui nous ramène profondément à nous-mêmes, profondément au goût de vivre également, puisqu'un marcheur est un homme ou une femme qui se sent passionnément vivant, qui se sent passionnément exister, et qui est aussi dans une sorte de sensorialité totale avec le monde qui l'entoure, puisque le marcheur contemple, il écoute, il sent, il touche, et donc le temps de vivre, c'est aussi tout cela, quoi. C'est ne plus être dans la frénésie, dans la hâte, dans la vitesse, c'est faire une sorte d'arrêt sur image, en quelque sorte, où l'on regarde, où l'on contemple, où l'on se sent enfin exister, où l'on reprend sa respiration et où l'on se sent à nouveau donc dans la vie. Donc vous faites justement l'éloge de la lenteur, mais aussi vous parlez souvent de faire corps avec l'environnement. Est-ce qu'il y a un rapport avec la méditation ou le fait de vivre le moment présent? Pour moi, dans toute marche, il y a une dimension métaphysique, il y a une dimension d'ouverture au monde, et le sentiment d'être une créature, entre guillemets, et non pas d'être du haut, en quelque sorte, de sa vie quotidienne ou personnelle, et puis de regarder le monde uniquement à partir de soi. Quand on marche, on a vraiment l'impression qu'on est un fragment de l'univers, et qu'on est finalement très très peu de choses. Donc la lenteur de la marche est paradoxale dans un monde qui est plutôt celui de la vitesse, de la fulgurance, de l'efficacité, de la productivité, etc. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai souvent analysé la marche comme une forme de résistance, une manière donc de s'opposer à toutes les valeurs qui nous écrasent aujourd'hui et qui sont des valeurs toujours du rendement, où on va plus vite que son ombre d'une certaine manière. Là, il s'agit justement de cheminer avec son ombre paisiblement, et puis aussi dans cette contemplation, dans cette intégrité sensorielle que souvent dans la vie quotidienne nous oublions, parce que dans la vie quotidienne finalement le regard qu'on porte sur le monde n'est pas tellement un regard de contemplation, c'est plutôt un regard utilitariste. On est au volant de sa voiture et on fait gaffe de ne pas susciter un accident et d'être prudent. Là par contre, quand on marche, comme on a cette espèce de disponibilité sensorielle totale, on est à l'affût des belles choses qui nous environnent, on est à l'affût des odeurs, on est à l'affût des sons. On s'arrête parce qu'on entend le pépillement d'un groupe d'oiseaux. Bien sûr, la ville aussi nous donne ses bonheurs, et c'est une autre modalité de fonctionnement, une autre modalité sensorielle aussi. Et on peut aimer découvrir avec sa compagne ou son compagnon, on peut découvrir des monuments, découvrir des très beaux lieux. Voilà. Mais par contre, la campagne est plus propice à une multiplicité d'expériences sensorielles que la ville, qui nous renvoie plutôt des images à plus d'hostilité, de bruit, le bruit des voitures, bon, voilà. Les mauvaises odeurs. C'est une question que je voulais vous poser. Juste, est-ce que cette marche contemplative, vous en parlez souvent par rapport à la nature, est-ce qu'on peut la vivre en ville? La marche en ville renvoie à d'autres modalités de sensorialité, à d'autres modalités de signification également. Quand on marche en ville, c'est davantage pour moi un univers d'émotion, un univers d'observation également. Peut-être je suis davantage un sociologue et un flâneur quand je suis en ville. C'est-à-dire que j'observe la manière dont les gens marchent, dont les gens se parlent, la manière dont les gens sont habillés, leur rythme. Je regarde ce va
va-et-vient des piétons dans un ensemble urbain. Moi, j'adore les villes. Je suis un homme des villes parce que souvent, je n'ai guère le temps. Par exemple, quand je fais une conférence ou quand je fais un cours, j'ai du mal à prendre un vélo ou un train ou une voiture pour aller marcher dans la forêt avoisinante. Donc, je suis souvent contraint, entre guillemets, contraint avec bonheur aussi, donc de marcher dans les grandes villes où je suis invité sur le moment. Donc je découvre Nantes, je découvre Albi par exemple, que j'ai découvert tout à l'heure, que j'ai trouvé une ville très belle, très paisible, très ouverte. Donc chaque ville nous renvoie à une expérience unique, et en plus si vous êtes en Amérique latine, si vous êtes à New York, si vous êtes en Asie ou en Afrique, c'est encore ou au Maghreb, ce sont des villes complètement différentes qui s'offrent à vous. C'est inépuisable. Et c'est pour ça que j'aime aussi les marches urbaines et que dans mon petit livre Marcher, je parle aussi des marches dans les villes ou particulièrement dans les grandes villes. On a l'impression dans une ville que chaque quartier est gardé en quelque sorte par un génie des lieux qui vous accueille à bras ouverts, et donc vous n'y courez pas, mais vous y allez avec le cœur ouvert, avec cette intelligence du cœur dont on parlait. Et puis d'autres quartiers en revanche, vous avez l'impression qu'ils vous éjectent, quoi. Vous avez l'impression d'une menace même. J'ai parfois ressenti ça. Nicolas Bouvier en parle souvent dans ses livres aussi. Il y a des lieux d'accueil et aussi des lieux qui sont des repoussoirs. Et donc on a l'impression que certains génies des lieux vous disent « Attention, ne va pas au-delà, là il y a danger ». Ce n'est pas un lieu où l'on vient découvrir, c'est pas un quartier qu'on visite, ou de même façon que vous pouvez éprouver ça en forêt. Hein. C'est pas un coin de la forêt que vous visitez, que vous pouvez visiter. Il faut passer votre chemin, continuer sur ce sentier-là, pas celui-là, parce que là au bout il y a peut-être un danger. Et bien, évidemment, vous ne savez absolument pas si c'est vrai. Vous avez vous êtes écarté de ce chemin qui vous paraissait menaçant, dangereux ou autre. Je crois que pour un marcheur, le monde est toujours habité. On n'a jamais l'impression qu'on est seul, mais qu'on est toujours suivi par une sorte de foule de fantômes. J'ai écrit aussi qu'on cheminait avec nos morts d'une certaine manière, même si ça paraît une idée très étrange. Mais c'est souvent quand on marche comme ça et qu'on a l'esprit qui part dans tous les sens, qu'on pense aux gens qu'on a aimés et qui ne sont plus, ou qu'on a perdu de vue, par exemple, et on se dit, mais qu'est devenu un tel que j'ai pas vu depuis 30 ans, 40 ans, ce copain d'école, ou que penserait tel ami que j'ai perdu. J'ai l'impression parfois qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une prière dans la marche. Mais on peut ressentir ça tout à fait en ville, comme on peut le ressentir dans une forêt ou dans un désert. Ça montre quelque part aussi une autre forme d'intelligence dans ce que vous dites, une autre forme de curiosité ou de culture. Parce que souvent, en fait, on met l'intelligence au savoir, à connaître presque tous les noms des musées, ce qui est bien, hein. Mais il y a aussi une autre intelligence, celle du cœur. Comme vous dites, celle de dire je suis allé à Santiago du Chili et j'ai parlé avec des inconnus, j'ai ressenti des choses dans la ville. Et en cela, en fait, du coup, j'ai l'impression de comprendre ça dans ce que vous dites, c'est marcher, ça correspond à la contemplation et ça correspond aussi à se nourrir d'autre chose que la culture telle qu'on on en parle aujourd'hui, quoi. Que la marche est un univers d'émotion, de sensorialité, de remémoration également, et puis aussi de mémorisation. Remémoration, c'est parce que quand on marche, il y a toujours des moments où l'on se souvient de tel ou tel événement, de telle ou telle rencontre. Si vous connaissez déjà bien la ville que vous parcourez aussi, vous vous rappelez de la première fois où vous l'avez vécue, vous l'aviez traversée, vous aviez 20 ans, vous aviez 30 ans, vous étiez en compagnie de telle ou telle personne. Donc la marche nous renvoie à plein d'émotions, et j'aime bien penser qu'elle est en effet, vous avez raison, une sorte d'intelligence du cœur. J'aime bien penser qu'il y a des génies des lieux partout où l'on passe, que je suis assez polythéiste en ce sens, et je me dis chaque quartier finalement a ses génies des lieux qui nous attendent, qui nous disent venez voir comme je suis dans un quartier qui est beau. D'autres génies des lieux vous disent non, va-t'en, là c'est pas ton chemin, tu vas pas être très heureux de passer par là. Moi j'éprouve
ça profondément, aussi bien dans une forêt, au bord de la mer, sur les chemins du littoral, que aussi en ville, où je marche vraiment. Tout à l'heure, j'ai marché dans Albi. Je suis passé par hasard devant la cathédrale, que j'ai trouvée très surprenante, très belle, mais c'était pas mon objectif. J'ai suivi un petit peu au hasard des chemins, et puis c'est ça dont je me souviendrai. Si on m'avait emmené directement à la cathédrale, je ne suis pas sûr que je me serais souvenu de grand-chose. Mais vous avez raison de rappeler en même temps qu'il ne s'agit pas d'opposer les savoirs, il faut plutôt les conjuguer. Et je crois qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la découverte un peu historique d'une ville, et puis un temps pour la déambulation, donc là, plutôt une poétique en quelque sorte, la découverte d'une poétique de la ville, et c'est très beau aussi. Dans une vidéo, j'ai découvert, vous parliez du taylorisme. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le taylorisme et est-ce que pour vous, il est toujours d'actualité? Le taylorisme, ça renvoie donc aux années 20, en gros aux États-Unis. C'est le moment où Taylor, qui travaillait pour les usines Ford, a entrepris de rationaliser l'organisation du travail. Faire en sorte que l'ouvrier ne perde, c'était le mot qu'il employait, ne perde aucune minute, aucune seconde, et donc faire en sorte que, en permanence, l'ouvrier travaille sans avoir la possibilité de reprendre son souffle. On peut d'ailleurs se souvenir que Charlie Chaplin a fait une critique absolument magnifique de la taylorisation. Dans ce film, Chaplin montre combien c'est plus possible de vivre, quoi, parce que vous perdez une fraction de seconde et vous devez courir après la pièce qui est partie plus loin, on n'en peut plus. Et Taylor avait cette formule d'une extrême violence, il disait « Nous devons déclarer la guerre à la flânerie ». C'est-à-dire pour lui, une pause café après 5 heures de boulot, c'était une flânerie qui était absolument inacceptable dans l'univers du travail où l'ouvrier était payé pour chaque seconde et donc où il devait rendre gorge en quelque sorte chaque seconde de son travail. Alors, vous me demandez si la taylorisation du travail est toujours de mise aujourd'hui. Pour moi, elle l'est plus que jamais, puisque maintenant il y a une surveillance permanente, des évaluations permanentes, il faut rendre compte du travail qu'on a effectué, d'ailleurs aussi bien à l'université que dans les autres domaines de l'entreprise ou ailleurs. On est toujours sous le regard, toujours sur la nécessité de produire. On a perdu beaucoup de goût de vivre, on n'est plus du tout dans l'univers donc de l'épanouissement de soi dans le travail, mais dans le fait d'être productif, efficace, rationnel, etc. Mais c'est pas comme ça qu'on travaille le mieux, parce que beaucoup de recherches en psychosociologie, par exemple, ont montré qu'on travaille d'autant mieux qu'on s'épanouit dans son travail. Si vous avez l'impression d'être sans arrêt scruté, surveillé, que votre temps de travail est articulé en fonction d'une rationalisation des tâches pour que vous alliez plus vite, vous n'êtes pas dans ce que vous faites, que vous pensez à autre chose, et vous n'avez pas envie d'ailleurs d'en faire plus, vous vous cantonnez strictement à ce qu'on vous demande. Alors que quand vous aimez votre travail, l'expérience est banale, on ne compte plus son temps parce qu'on aime, on s'épanouit dans ce qu'on fait. Donc la taylorisation du travail, je pense que c'est la pire des choses dans l'organisation du management aujourd'hui. Justement, en fait, il y a Confucius qui disait « Trouve un travail qui te plaît et tu n'auras plus jamais à travailler de ta vie ». En fait, je ne sais pas si vous connaissiez cette maxime, ça résume un peu ce que vous dites, et de retrouver un peu le sens du travail. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on change le mot travail en activité. Vous savez que étymologiquement, d'ailleurs, travail, ça renvoie à un instrument de torture du Moyen-Âge, le tripalium. Je ne sais plus très bien à quoi il servait, mais pas à des très très bonnes choses. Mais vous avez raison de rappeler Confucius, je ne connaissais pas cette phrase, mais c'est vrai que quelqu'un comme moi, par exemple, qui écrit énormément, qui travaille énormément, qui suit énormément de travaux d'étudiants, je n'ai jamais vraiment le sentiment de travailler, mais simplement d'être dans une continuité permanente de ma vie, des pensées qui sont les miennes, et donc d'être dans un épanouissement qui n'en finit pas. Même si, en même temps, il y a des périodes de fatigue, évidemment, mais quand même, effectivement, je ne dirais pas que mon activité, comme vous dites, est un travail. On ne peut pas parler de marché sans évoquer Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, est-ce que vous-même, vous l'avez déjà fait, et quel regard vous portez sur ce chemin qui est particulier et qui va pour moi au-delà de la religion ? Oui, il y a énormément de choses à dire sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Je n'ai jamais fait ce parcours, je n'ai pas véritablement envie d'ailleurs de le faire. Je pense que la marche et la spiritualité de la marche, on la trouve tout aussi bien en allant dans une forêt à quelques kilomètres de chez soi, parce que je pense que l'intériorité, la sacralité, elle est d'abord dans le regard que nous portons sur le monde. Et là, Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est plutôt une tradition religieuse au sens sociologique du terme, où vous êtes relié à toute une tradition catholique, chrétienne,
qui peut en effet toucher un certain nombre de fidèles. Mais je sais que dans l'immense majorité, les hommes ou les femmes qui marchent vers Compostelle sont plutôt des hommes ou des femmes de spiritualité, disons. C'est-à-dire qui sont en quête de leur église intérieure, de leur Dieu intérieur, en quête d'un apaisement que l'Église catholique d'ailleurs peut parfaitement reconnaître comme étant les siennes. Mais ce ne sont pas forcément des gens qui vont aller à la messe à chaque fois ou qui vont aller se recueillir dans les innombrables chapelles qu'ils vont croiser. C'est ça que j'aime d'ailleurs sur ce chemin de Compostelle, c'est que finalement toutes les religions s'y croisent, toutes les croyances s'y croisent, toutes les spiritualités s'y croisent, dans un grand climat d'amitié, dans un grand climat de rencontre. Donc, et en même temps, on peut dire que c'est un lieu formidable de rencontre. C'est-à-dire, il y a des couples qui se font, qui se défont, des amitiés qui se nouent pour la vie entière ou des amitiés qui se brisent, des pères qui retrouvent leur fils ou autres. Ce sont des grands lieux de réconciliation, mais avec le risque de la rencontre. C'est-à-dire, à certains moments, on a parfois du mal à vivre ensemble comme ça, en cheminant à pas d'homme pendant 3, 4, 5, 6 heures tous les jours, pendant des semaines ou un mois. C'est une épreuve de vérité. C'est-à-dire un couple peut se retrouver de façon prodigieuse et vivre des moments merveilleux. Un couple peut aussi se saturer un peu et avoir envie de souffler. D'un point de vue sociologique, donc, c'est formidable. Sur le plan de la marche, moi je suis plus un marcheur solitaire, tranquille, j'aime mieux être sur des sentiers où il n'y a pas grand monde, voire personne, et où on croise des renards, des cerfs, des animaux. À Saint-Jacques, c'est plus compliqué, mais c'est très beau quand même. La thématique de cette émission, donc, c'est « Et s'il existait un mode d'emploi pour se connaître ?» Pensez-vous qu'il soit important d'apprendre à se connaître ? Je crois que se connaître, c'est plutôt une énigme, c'est plutôt une question qu'une réponse, parce que se connaître, c'est toujours avancer vers l'incertitude, c'est-à-dire nul ne sait de quoi demain sera fait pour chacun de nous, nul ne sait quel homme, quelle femme nous serons dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans. Enfin, l'expérience de chacun de nous, à travers le vieillissement par exemple, le vieillissement pas au sens de devenir une personne âgée, mais le simple fait qu'on est pris par l'histoire, on découvre combien on est, par exemple, différent de l'enfant qu'on a été, puis de l'adolescent qu'on a été, puis du jeune homme ou de la jeune femme de 20 ans, et puis à 30 ans, on était encore très différent de ça, puis à 40 encore plus, à 50 encore plus, à 60, à 70. On s'aperçoit en fait qu'on ne cesse de changer et que le soi, en quelque sorte, c'est une sorte de spectre, c'est une mouvance, quoi. On tourne autour d'un certain nombre de repères, autour d'un certain nombre de valeurs. On a une mémoire qui fait qu'on peut se rappeler de l'enfant qu'on a été au fil des années, mais en même temps, il n'y a jamais une substance. Hein. Pour la sociologie, pour l'anthropologie, vous le savez bien, l'identité n'est jamais substantielle. Elle est toujours relationnelle, elle est liée aux gens qu'on rencontre, elle est liée aux circonstances. Si je suis devant une forêt, je ne suis pas le même homme, par exemple, que lorsque je vous parle ou lorsque je fais une conférence comme j'en ferai une tout à l'heure. Je ne suis pas la même personne devant mes parents ou devant mes étudiants à la fac ou quand je suis avec ma compagne. Vous voyez, à chaque fois, on peut dire il y a une modulation de notre identité, donc du sentiment qu'on a de nous-mêmes. Et la connaissance, en ce sens, la connaissance de soi, elle est toujours un chantier. Et on aime bien d'ailleurs les uns et les autres se mettre à l'épreuve. Donc c'est pour ça, marcher vers des chemins qu'on ne connaît pas, marcher vers Compostelle ou simplement prendre un avion pour parcourir le pôle Nord ou l'Amazonie ou autre. Ce sont des lieux où on va au-devant d'un homme ou d'une femme que nous sommes, mais que nous ne savons pas encore que nous allons être. Et c'est ça qui fait le bonheur d'ailleurs de la condition humaine, c'est que rien jamais ne nous est donné. On est toujours dans l'incertitude. Et en même temps, nous sommes toujours les acteurs de nos vies, les artisans de nos vies. Mais avec cette marge d'incertitude toujours, parfois d'ailleurs douloureuse à vivre, hein, quand on est plongé dans des moments de dépression, de déprime, quand on peut avoir l'impression que la vie nous échappe, qu'on est paumé. Bon, ça arrive absolument à chacun d'entre nous, indépendamment d'ailleurs de la réussite sociale, entre guillemets, que les autres peuvent nous projeter. Donc on a comme ça des hauts, des bas, ou des moments où on est déçu de soi-même, des moments où on est tellement émerveillé des rencontres qu'on fait, de ce qu'on a fait. Bon, même si on reste dans l'humilité, qu'on ne le dit pas forcément aux autres. Il y a toujours des moments où on est vraiment heureux de choses qu'on a fait. Mais on ne sait jamais, quoi. Quand on commence quelque chose, quand vous commencez votre émission, vous ne savez pas si elle va être réussie ou pas. Et puis de toute façon, même si elle n'était pas réussie,
on aurait appris quelque chose. J'aurais peut-être balbutié des trucs, j'aurais pas su quoi vous répondre, je vous aurais dit des bêtises, mais de toute façon, en sortant, on aurait appris quelque chose, non seulement l'un de l'autre, mais chacun de nous sur soi-même, si vous voulez. Oui, donc la marche, en fait, c'est quand même, il y a beaucoup de philosophie dans la marche, et en fait, elle permet, donc c'est un outil aussi pour apprendre à se connaître. Finalement, elle permet de concrétiser quelque chose ou d'aller au-delà de l'aventure. Elle fait partie de la magie de la vie. Pour moi, la marche est aussi un lieu pour prendre des décisions, pour approfondir l'homme ou la femme que l'on est, pour changer complètement d'horizon. C'est pour ça d'ailleurs que la marche est utilisée avec des mineurs délinquants, donc des gamins qui ont moins de 18 ans, qui ont maille à partir avec la justice, et le juge pour enfants peut leur dire, bon, vous faites une marche de 2000 km sans portable, sans musique, avec une personne qui vous accompagne, ou alors vous faites quelques mois de prison. Voilà, ça, je fais référence là à l'association Seuil, puisque je la connais bien, je fais partie de son conseil scientifique. Et là, vous voyez comment des mineurs, des gamins délinquants vont complètement se métamorphoser. Au fil du chemin, et souvent d'ailleurs vers Saint-Jacques-de-Compostelle, ils vont découvrir la lenteur, ils vont découvrir le silence aussi, ils vont découvrir qu'on peut se taire pendant des heures sans que ça pose de problème. Ils sont plus dans la saturation. Là, souvent, les gamins d'aujourd'hui ont énormément de mal à rester tout seuls, ne serait-ce que pour lire, par exemple. Il faut immédiatement qu'ils mettent de la musique ou qu'ils mettent leurs écouteurs. Bon. Là, ils n'ont pas le droit à la musique. Alors, ils redécouvrent le silence. Ils redécouvrent la conversation, non plus la communication avec le portable, mais la conversation où l'on regarde la personne avec qui l'on parle, on s'arrête avec elle, on fait silence avec elle, etc. Et ce sont des enfants ou des adolescents qui vont complètement se métamorphoser. Ils ne sont absolument plus les mêmes avant et après. Un peu comme un passage initiatique, si vous voulez. Un peu comme une renaissance, une métamorphose. Mais je crois qu'en puissance, toute marche possède cette faculté de nous transformer radicalement. Ça m'est arrivé de commencer des marches en étant complètement paumé, en me demandant, par exemple en ayant beaucoup de mal à prendre des décisions qui pouvaient être douloureuses. Et puis au fil du chemin, vous avez l'impression que votre mélancolie, votre tristesse se dissout. Et soudain, le monde vous paraît beaucoup plus clair et vous avez votre décision. Ou alors, par exemple, pour un auteur, vous savez sous quel angle il faut prendre votre article ou votre livre, parce que justement vous étiez disponible, vous avez arrêté de ruminer tous vos soucis. Et plus on rumine nos soucis, moins évidemment on a de solutions. Donc l'astuce, c'est de faire une échappée belle, d'ouvrir sa porte et puis de partir à la campagne et puis de retrouver justement le cosmos, l'élémentaire du monde. C'est formidable à tous égards. Merci David Le Breton, merci. Effectivement, quand on marche, on arrête de penser, en tout cas on arrête le mental, on arrête cette machine infernale qui nous dit tous les jours ce qu'on doit faire. Donc aujourd'hui, voilà, on a compris qu'à travers la marche, on avait une possibilité de se connaître, on avait une possibilité de prendre du temps, de ralentir, de reprendre le temps de respirer et prendre le temps de vivre chaque moment présent, comme chaque respiration. Donc je vous remercie d'avoir vraiment répondu à ces questions. Est-ce que vous avez une phrase, un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, aux personnes qui nous regardent, et je vous remercie déjà. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. La phrase que c'est pas vraiment une phrase, c'est plutôt le sentiment que jamais rien n'est perdu. Que quand on est au creux de la vague, quand on a l'impression que tout nous échappe, je suis convaincu qu'il y a toujours une issue quelque part, que tout simplement on n'a pas encore eu la patience de se frayer le chemin qui permet de se libérer de tout ce qui nous écrase, de tout ce qui nous fait mal. Je crois que jamais rien n'est perdu dans la vie. Il faut plutôt voir les choses comme une sorte de défi qui nous est lancé et puis donc résister et trouver le moyen, l'ouverture au monde qui permet de retrouver le goût de vivre, voilà, sans lequel il n'y a rien évidemment. En tout cas, merci encore, merci d'être là. On se voit bientôt pour une prochaine émission et je vous dis à bientôt.